Bonjour Monsieur Patrick Mbeko, vous êtes spécialiste des Grands Lacs depuis le 28 janvier 2025. La ville de Goma est passée sous le contrôle des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda notamment, après des combats qui ont fait plusieurs victimes. Comment on peut resituer un petit peu cette ressurgence et cette offensive du M23 dans cette région? Mais d'abord, il faut commencer par rappeler que l'M23 est né en 2011-2012. C'est un mouvement qui a été créé par le Rwanda et l'Ouganda et qui a été utilisé pour déstabiliser une partie de l'Est congolais, notamment la région du Grand Kivu. Les forces de ce groupe rebelle, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'en réalité, le M23 est constitué aussi d'éléments, l'ancien élément de l'armée patriotique rwandaise, donc l'actuelle armée rwandaise. Donc c'est un mouvement rwandais qu'on a assaisonné de quelques Congolais pour lui donner une connotation congolaise, mais en réalité, il s'agit d'un groupe d'abord strictement rwandais, créé par les Rwandais et les Ougandais pour occuper une partie de l'Est congolais, exploiter ses ressources naturelles. Alors, ce groupe avait été défait en 2013 par la brigade spéciale par les forces armées congolaises soutenues par la brigade spéciale des Nations Unies. Et depuis, ces forces étaient dispersées entre l'Ouganda et le Rwanda. Et à la suite de l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, il y a eu des discussions avec ce groupe armé qui n'ont pas abouti. Et à la suite de tout ça, on a vu des tensions monter entre le Rwanda qui parrainait ces groupes-là et la RDC, tensions qui ont culminé à la résurgence officielle du M23 en 2022. Ils ont pris plusieurs localités et villes et Goma est l'aboutissement d'une stratégie de déstabilisation qui a repris le poil d'Abel depuis 2022. Vous avez dit que le président élu congolais, donc Félix Tshisekedi, avait envie on va dire, de reprendre contact avec ce groupe. Quel est l'intérêt d'un chef d'État d'établir des contacts avec des groupes rebelles qui sont sur le territoire sur lequel il est censé être souverain, le Congo? Et il faut dire que lorsque les discussions ont repris, le M23, en fait, existait sans exister, parce que, comme je l'ai dit, c'est un groupe qui avait été défait. Et donc, la plupart de ses commandants militaires étaient basés en Ouganda et au Rwanda. Donc, c'était ça. Et donc, Félix Tshisekedi a repris des discussions avec eux. Aujourd'hui, on sait qu'il voulait intégrer une partie, d'ailleurs, des éléments du M23 dans l'armée nationale congolaise, ce qui faisait partie des accords qui avaient été conclus avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, mais qui est parti et qui a laissé le dossier sur la table, sans nécessairement le régler selon les termes des accords qui avaient été conclus à l'époque. Et donc, quand Félix Tshisekedi arrive, lui essaie de les intégrer, mais dans une autre vision, dans une autre optique, parce que pour Félix Tshisekedi, on sait aujourd'hui qu'il voulait utiliser certains éléments de M23 pour sa propre garde, les intégrer dans une garde rapprochée qui va assurer sa sécurité. Et il faut aussi comprendre que les discussions entre Félix Tshisekedi et le M23, en tout cas son régime et le M23, reprend dans un contexte particulier qui est celui d'un rapprochement entre le régime de Kinshasa et le régime de Kigali de Paul Kagame. C'est-à-dire que ces discussions se font quelques mois après l'arrivée de Félix Tshisekedi dans ce contexte-là. Donc Kagame et Félix Tshisekedi étaient devenus tellement proches que Félix qualifiait d'ailleurs le président rwandais de son frère. Et c'est vraiment à la suite des embrouilles qu'il y a eu dans les discussions avec le M23 et par la suite avec le Rwanda que on a vu le M23 revenir en avant de la scène et déstabiliser le Congo avec la bénédiction et le soutien actif du Rwanda. Est-ce qu'il y a eu un motif, on va dire, central pour expliquer cette offensive de M23 que l'on connaît là en ce moment? On s'attarde beaucoup sur Goma parce que Goma est une ville importante de la RDC, mais il faut rappeler que l'M23 est présent sur le territoire congolais depuis 2022. Et donc, l'objectif poursuivi ici, ce n'est pas l'objectif du M23, c'est l'objectif du Rwanda. Le 1,23 n'est qu'un masque. C'est ce qu'il faut comprendre parce que souvent, quand on analyse la problématique, on insiste beaucoup sur le rôle ou les objectifs et les ambitions du 1,23, mais sans nécessairement s'attarder sur les véritables buts de guerre poursuivis par le Rwanda qui a créé et alimente le 1,23. Et donc, le but ici a été clairement explicité par les experts des Nations Unies qui, dans leur dernier rapport, ont clairement dit, si vous permettez, je crois que j'ai une extrait de rapport ici, les experts des Nations Unies disent le véritable objectif du M23 reste l'expansion territoriale, l'occupation et l'exploitation à long terme des territoires conquis. Autrement dit, le Rwanda veut mettre la main sur une partie de la RDC
la contrôler parce qu'il s'agit quand même d'une partie riche en ressources naturelles et quand même assez vaste et qui qui permettra au Rwanda de déverser aussi une partie de sa population dans cette région. Ces ambitions ont été déjà exprimées à plusieurs reprises et je tiens à rappeler d'ailleurs que le président Kagame, il y a 2 ans, lors d'une visite d'État au Bénin, avait clairement remis en question l'intangibilité des frontières en arguant que la partie de l'Est congolais où se déploie le M23 appartenait au Rwanda. Donc, vous comprenez ici les velléités du président rwandais qui utilise le prétexte sécuritaire, notamment la présence des soi-disant d'anciens génocidaires ou de l'Est du Congo pour attaquer le pays. Et c'est un argument qui ne tient pas et qui a été de toute façon contredit par plusieurs rapports des Nations Unies depuis 2001. Il y a une sortie médiatique de Corneille Nangaa, qui est un ancien président de la commission électorale de la République démocratique du Congo, qui est désormais allié au M23, qui a déclaré qu'il n'était pas seulement intéressé par Goma ou même par Bukavu, mais par Kinshasa afin de renverser le régime. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'annexion, de volonté d'annexion officielle de ces territoires? Et de deux, quel est l'intérêt de faire tomber un régime qui, il y a quelques années, voulait, si je vous comprends bien, il appelait le président rwandais son ami, etc. J'imagine qu'il voulait renouer des liens, on va dire, cordiaux. Oui, il y avait une volonté pardon, du président Tshisekedi de renouer des relations avec le Rwanda dans l'optique peut-être d'avoir euh, des relations de bon voisinage. Ça, c'est ce que m'ont rapporté plusieurs conseillers à la présidence avec le Rwanda. Le problème ici est que c'est le Rwanda qui a toujours déstabilisé le Congo pour des raisons qui lui sont propres. Il y a eu une erreur de jugement, de mon point de vue, de la part de M. Félix Tshisekedi. Maintenant, vous dites, mais quel est l'intérêt aujourd'hui vous devez dire quoi, quel est l'intérêt pour le Corneille Nangaa de vouloir renverser Félix Tshisekedi? Euh, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une juxtaposition d'ambition et d'enjeu. Vous avez le Rwanda qui utilise le M23 pour atteindre des objectifs stratégiques qui lui sont propres, entre autres l'occupation d'une partie du Kivu, l'exploitation des ressources naturelles, parce que nous savons tous aujourd'hui, et ça a été largement documenté, que le Rwanda est devenu le premier exportateur de certains minerais qui n'existent pas dans son sous-sol. Donc, depuis 2001, depuis le début de la Deuxième Guerre du Congo en 98, le Rwanda a profité de cette situation de chaos généralisé pour exploiter l'Est congolais. Ils ont même créé au sein du ministère de la Défense du Rwanda un bureau qu'on appelait le Congo Desk, donc le bureau Congo, qui chapeaute, au sein du ministère de la Défense du Rwanda, qui chapeautait le pillage et l'exploitation illicite de ressources naturelles. Vous avez ces ambitions du côté rwandais et le Rwandais utilise le M23 qui utilise M. Corneille Nangaa qui, lui, a des ambitions personnelles, qui est de renverser le président Félix Tshisekedi. Donc, vous vous retrouvez, comme je l'ai dit, dans une guerre avec des acteurs qui ont des ambitions qui se juxtaposent les unes sur les autres. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre aujourd'hui la sortie de Corneille Nangaa au regard de la situation que nous observons aujourd'hui. Paul Kagame a indiqué que sa priorité pour l'Est de la République démocratique du Congo est de détruire les forces démocratiques de la libération du Rwanda. Après le génocide, il y a eu des rebelles Hutus qui sont partis dans la religion et Paul Kagame affirme que ces rebelles sont une menace pour le Rwanda. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ce groupe qui est parti au Congo a déjà commis des exactions sur le Rwandais ou est-il une menace matériellement vérifiable? Mais là, vous posez une question excellente que beaucoup de journalistes ne posent pas et qui n'ont d'ailleurs jamais posée parce que je n'ai jamais entendu cette question. En réalité, depuis la fin du génocide de Rwanda, le 17 juillet 94, les FDLR n'ont jamais mené d'attaque contre la République du Rwanda. Alors, on ne comprend pas d'où vient cet argument qui a été, comme je l'ai dit, balayé par les experts des Nations Unies. Il suffit de lire le rapport de 2002, par exemple, dans lequel le groupe d'experts des Nations Unies dit exactement ceci. Le Rwanda a fait croire à la communauté internationale que son intervention au Congo était motivée par des raisons sécuritaires. Le groupe d'experts a de nombreuses preuves du contraire. Et il cite les experts des Nations Unies un jeune interamo et donc les miliciens qui avaient pris part, certains miliciens qui avaient participé au génocide de Rwanda, les groupes d'experts citent un milicien qu'ils ont filmé, qui leur dit, qui était à l'est du Congo, qui leur dit, écoutez, les soldats rwandais ne sont pas ici pour nous combattre. D'ailleurs, si vous avez la chance d'avoir un grand frère
dans l'armée patriotique rwandaise, il arrivera à vous procurer des armes pour pouvoir continuer à exploiter les ressources naturelles. Ils sont ici pour le coltan. Ça, c'est dans le rapport des Nations Unies dès 2002. Donc, plus de 20 ans plus tard, on ne comprend pas comment Kagame peut euh, arguer qu'il est au Congo pour des raisons sécuritaires quand cet argument a été balayé par les experts des Nations Unies et même par son propre ambassadeur, son ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, M. Vincent Karega, qui est aujourd'hui le représentant du Rwanda pour les questions des Grands Lacs, a clairement dit sur Top Congo FM, une radio de Kinshasa, en 2021, que le Rwanda n'avait pas de raison d'intervenir en RDC, tout simplement parce que les FDLR ne représentaient pas une menace pour la sécurité du Rwanda. Je rappelle aussi que la RDC a mené plusieurs opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour justement éradiquer la menace ou la soi-disant menace que ces gens représenteraient pour la sécurité du Rwanda. Là, c'est à l'époque de M. Joseph Kabila. Donc, on ne comprend pas pourquoi cet argument revient sur la table. Et à ce jour, le Rwanda n'est pas capable de dire combien de FDLR se trouvent à l'est du Congo pour représenter une menace contre la sécurité du Rwanda. Quel âge ces gens ont-ils? Puisque ceux qui ont quitté le Rwanda à l'époque du génocide, certains étaient ceux qui ont combattu, en tout cas, pendant la guerre civile rwandaise, aujourd'hui, peuvent avoir au moins 60, 65 ans, 70 ans. Donc, quelle menace les gens représentent pour la sécurité du Rwanda? Non. Si on doit parler de menaces sécuritaires, je crois, et tout le monde pourra en convenir, que les FDLR représentent davantage un problème pour la RDC que pour le Rwanda, qui profite de leur présence pour déstabiliser le Congo. Et je vais finir avec un élément important parce que moi, j'ai écrit plusieurs livres à ce sujet. J'ai eu à interroger les responsables des Nations Unies, notamment de la mission des Nations, de la stabilisation de l'ONU au Congo. Et je me rappelle d'un cadre supérieur qui m'avait dit, écoutez, nous avons renvoyé au Rwanda des Hutus rwandais, donc des FDLR, qui se sont retrouvés par la suite à l'est du Congo. Ce que fait le Rwanda, c'est de reprendre ces gens, de les recycler pour les renvoyer à l'est du Congo pour justifier sa présence permanente sur le sol congolais. Présence qu'il nie en même temps, parce que personne n'arrive à comprendre, parce qu'il nie en même temps se tenir au M23. Donc, c'est tout le paradoxe qui entoure le discours sur la menace sécuritaire concernant les FDLR. Vous avez parlé de pillage des richesses, etc. La question que j'aimerais vous poser, c'est où vont ces richesses? Les richesses passent par le Rwanda, qui est devenu en fait le grenier des ressources naturelles pillées au Congo. Et c'est le président Kagame qui l'a reconnu d'ailleurs ouvertement l'année dernière, en disant aux Occidentaux qui lui reprochaient de piller le Congo que ces richesses ne faisaient que passer par chez lui pour aller en Occident. Donc en fait, il y a une chaîne d'approvisionnement dont le Rwanda est un maillon essentiel. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là. Mais là aussi, je dois revenir toujours sur les rapports des Nations Unies. Le premier rapport en 2001 avait clairement documenté ce pillage. La route, par exemple, du coltan a été documentée par des études universitaires sérieuses. Donc, c'est devenu un secret de polichinelle. Tout le monde le sait, mais on n'en parle pas. Un exemple encore plus récent, l'Union européenne vient de signer un protocole d'accord sur les minerais critiques avec le Rwanda qui ne possède pas ces minerais. Et il suffit d'écouter le député européen français, M. Thierry Mariani, qui a déclaré devant le Parlement européen que nous savons tous que le Rwanda pille les richesses du Congo et pourquoi l'Union européenne signe un contrat, un protocole d'accord avec ce pays en se faisant complice de ce qui se passe en RDC. Donc le Rwanda est une zone de transit parce que d'une part, le pays n'a pas les moyens et n'est pas un grand marché, surtout n'est pas la plaque tournante de ce genre de minerais, c'est la plaque tournante d'exportation en fait. Donc c'est pour la raison pour laquelle le Rwanda est devenu le premier exportateur. À un moment donné, il était le premier exportateur du coltan, un minerai qu'il ne possède pratiquement pas dans son sous-sol. Vous avez utilisé le mot silence. On regarde par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de personnes issues de la diaspora, notamment congolaise, qui parlent d'un espèce de silence médiatique, d'un silence politique. Est-ce qu'on peut expliquer ce silence avec, on va dire, des arguments rationnels et géopolitiques? Oui, mais moi, je vous dirais très sincèrement, il n'y a pas de silence en réalité, puisqu'on parle de la situation en RDC. Le problème, c'est pas le silence, c'est la manière de parler de la situation en RDC. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'on n'aborde pas le question de fond. On se limite à parler constamment des FDLR alors que tout le monde sait que la guerre du Congo est une guerre économique, bien entendu, il y a d'autres ambitions rwandaises derrière, mais il y a d'abord l'aspect économique de la guerre, c'est l'exploitation des ressources naturelles congolaises qui est au cœur de cette guerre. Le Rwanda veut sa part du gâteau. Les pays occidentaux qui ont besoin de ces minerais critiques, surtout dans cet environnement géopolitique mondial surchargé, et dans un monde qui est de plus en plus éclaté, les Occidentaux ont besoin de ces ressources. Le Rwanda devient, à ce moment-là, le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique. Et donc, les médias, au lieu de parler de cette réalité, préfèrent
aborder la question des FDLR, de la menace que représenterait le conflit et de la crise humanitaire. Parce que si vous regardez euh, dans les médias, vous allez voir qu'on parle beaucoup de crise humanitaire de la guerre du M23. Mais la réalité de l'exploitation des ressources naturelles, ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en parler reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. Et tout le monde se retrouverait dedans, y compris les pays, les capitales occidentales qui font la leçon au monde entier, qui parlent de droits de l'homme et de démocratie, alors elles soutiennent un régime violent, connu pour mener des attaques contre ses ressortissants à l'étranger, y compris en Occident, connu pour tuer ses opposants, mais aussi connu pour propager la mort et la désolation à l'est de la RDC. Mais personne ne veut parler de cet aspect. C'est l'angle de la couverture médiatique qu'il faut interroger et pas la couverture médiatique en elle-même parce qu'on parle quand même du Congo. Et pas de la bonne ou de la façon la plus globale qui soit. Quelle est la situation actuelle à Goma et plus généralement au Congo? Vous l'avez dit durant l'interview que le M23 qui est né en 2012 a justement brièvement occupé Goma pendant quelque temps avant d'être démantelé, on va dire. Est-ce que le M23 subira le même sort en ce moment? Et quelle est la situation par la suite? Mais d'abord, la situation à Goma est extrêmement critique. Il y a eu beaucoup de morts, il y a une centaine de morts. Moi, je suis en contact permanent avec des gens à Goma, y compris les forces armées congolaises, certains officiers des forces armées congolaises. Beaucoup ont dû déposer les armes parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ça, c'est aussi l'autre problème qu'il faut épingler, et celui de la responsabilité de l'État congolais dans la déliquescence de l'armée. L'autre chose, c'est la présence, cette fois officielle, hein, des éléments rwandais qui sont rentrés en grand nombre. On parle de 4 à 5 000 hommes, mais c'est faux. D'après les données que j'ai, les informations que j'ai, les Rwandais sont passés, je crois, il y a 12 000, entre 10 000 et 12 000 soldats de l'armée rwandaise qui sont rentrés sur le territoire congolais pour épauler leurs les gens du 1-23 qui étaient là, qui avaient de la difficulté à combattre face à la résistance des FARDC. Donc là, maintenant, si on doit parler de ceux qui attendent le M23, je pense que il serait très tôt de le dire, mais il faut le dire que la conjoncture a vraiment changé. En 2012, quand le M23 a été vaincu, il faut dire que le Rwanda était aussi sous pression. La plupart des pays occidentaux avaient suspendu leur programme d'aide au Rwanda, qu'il faut quand même rappeler dépend de l'aide étrangère à hauteur de près de 40%. Donc c'est un pays qui est très pauvre, qui vit de l'aide étrangère d'une part, et aussi en grande partie du pillage des ressources naturelles du Congo. Donc sans tout ça, le Rwanda ne sert rien du tout, contrairement à la propagande officielle qu'on nous sert souvent. Et donc, à l'époque, le Rwanda était sous pression, ce qui a aussi permis de comprendre un peu le lâchage du 1-23 qui s'est retrouvé face à une armée congolaise déterminée, soutenue par la Brigade spéciale des Nations Unies. Vous vous rappellerez d'ailleurs à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent en tout cas, que les États-Unis avaient même imposé une sanction symbolique au Rwanda en coupant, en suspendant l'aide militaire à l'armée rwandaise de 250 000 dollars. L'Allemagne, la Suède, un certain nombre de pays avaient suspendu leur programme d'aide. Ça permet de comprendre la conjoncture de l'époque durant laquelle le M23 s'est retrouvé dans une mauvaise posture, ayant été obligé de battre retraite au Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus différent parce que, et je crois ici que l'arrivée de Donald Trump a été un élément essentiel dans l'appréciation de la situation du côté de Kigali, dans la mesure où les démocrates s'étaient montrés quand même très critiques à l'égard du Rwanda ces 2 dernières années au sujet de son implication auprès du M23. Mais Donald Trump étant tourné vers l'Ukraine à court terme et vers la Chine à moyen à long terme, l'Afrique est un peu délaissée et ça donne une marge de manœuvre au président rwandais pour accélérer l'agression et l'occupation d'une bonne partie du territoire congolais dans l'optique, je dirais, dans l'optique de créer euh, une situation, les conditions en fait d'une situation qui soit favorable au Rwanda pendant les périodes de négociation. Et donc, je crois que l'arrivée de Trump joue beaucoup. Est-ce que le Rwanda sera sanctionné? Jusqu'ici, on ne voit rien du tout, à part les déclarations de bonnes intentions des membres du Conseil de sécurité. Est-ce que vous pouvez me parler de la situation de l'armée congolaise? Parce que j'ai lu des problèmes importants de corruption, de détournement de fonds destinés à des équipements, 280 millions de dollars depuis 2022 pour la formation, encore l'engagement des entreprises privées, notamment des Roumains ou des Israéliens. Et il me semble que justement, il y a un contingent de Roumains d'une société privée militaire qui sont partis là en ce moment. Exactement. Mais je crois que l'armée congolaise, il faut le dire en toute objectivité, à l'image du pays, l'armée dans un état de déliquescence accélérée. Et aujourd'hui,
ce que nous observons sur le terrain militaire n'est que le résultat des politiques qui ont été menées ces dernières années, où l'on a accordé peu d'importance à l'armée et aux militaires et que, bon, les gens préféraient s'enrichir au détriment de l'État, en réalité, pour dire ça comme ça. Comment comprendre qu'un militaire, dans un pays en guerre, avec un territoire, une partie du territoire occupé, un militaire puisse gagner 50 à 80 dollars, lorsque des députés qui ne foutent rien gagnent près entre 20 et 30 000 dollars par mois. Personne n'arrive à comprendre ça. Bon, hier, dans son discours, dans son adresse à la nation, le président Tshisekedi a décidé de couper dans les dépenses de l'État. Il a décidé de réaffecter une partie des dépenses consacrées à l'État, au fonctionnement de l'État, aux forces armées. C'est une très bonne chose, mais ça devrait être fait depuis longtemps, puisque le M23 est présent depuis très longtemps. Et connaissant la situation géopolitique et hautement volatile de la région, avec des agressions répétitives, avec la présence d'une centaine de groupes armés dans le pays, ce sont des décisions qui auraient dû être prises beaucoup plus tôt, dès son arrivée au pouvoir, mais on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'armée est caractérisée par la corruption qui gangrène toutes les strates, toutes les structures de la société et du gouvernement, et il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien de tout ça. Et comment voulez-vous que les hommes de troupes aillent mourir sur le terrain? J'ai eu des discussions qui étaient parfois déchirantes avec les hommes de troupes. Un officier me disait il y a 5 jours, je ne peux pas laisser les jeunes aller mourir dans cette histoire. Sur le terrain, à Goma. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais on peut pas. Il était au front, ils avaient quoi, 3 ou 4, 5 morceaux de pain pour partager avec quelques dizaines de jeunes qui étaient avec lui. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas demander à ces gens d'aller mourir pour une patrie qui les méprise. Ça aussi, c'est la réalité des faits. La RDC se retrouve, en tout cas l'armée congolaise, avec ses éléments vaillants, se sont retrouvés face à une armée rwandaise mieux équipée, mieux structurée et mieux payée et mieux entretenue. C'est ça aussi la réalité des faits qui permet de comprendre ce qui arrive aujourd'hui au FARDC, en tout cas la RDC, à Goma. En fait, Tshisekedi a apporté son soutien à Israël, je pense, il y a une année. Ce qui a provoqué la colère notamment de la Lucha, qui est un mouvement citoyen non violent en RDC. Il y a certains spécialistes qui disent, par exemple, que au-delà de ses intérêts propres d'Israël, de se situer, pardon, excusez-moi, au Moyen-Orient, les États occidentaux qui le soutiennent, notamment le soutiennent parce que ça permet d'avoir un levier géopolitique dans cette région et un allié occidental. Est-ce que le parallèle avec le Rwanda est faisable? Oui, il y a quand même un parallèle parce qu'il faut rappeler que si Israël joue le rôle du gendarme euh, au Moyen-Orient, le Rwanda a longtemps joué ce rôle. Et en 98, un responsable du département d'État a déclaré dans le Washington Post, là on est pendant la Deuxième Guerre du Congo, un responsable du département d'État avait dit Kagame, Washington considère Kagame comme un excellent stratège militaire autour duquel il a été décidé de coordonner la stratégie américaine dans la région des Grands Lacs. Et donc c'est la raison pour laquelle les États-Unis, en tout cas l'armée américaine, a apporté un soutien conséquent à l'armée rwandaise, d'abord au lendemain du génocide, et par la suite lorsque le Rwanda a attaqué le Congo, parce qu'il y a eu une coordination importante de l'armée rwandaise, des armées rwando-ougandaises avec l'armée américaine. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des forces spéciales qui sont mortes à l'est du Congo, par exemple, pendant la Première Guerre. Et pendant la Deuxième Guerre, on sait que des navires de guerre américains mouillés non loin de Banana et tout, et avait coordonné quand même l'attaque du 2 août 1998 du Rwanda contre la RDC. Et l'ancienne secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, avait dit tenir au Tutsi comme à la prunelle de ses yeux. Donc le Rwanda était devenu à ce moment-là un élément essentiel du dispositif américain dans la région. Donc le Rwanda a toujours joué ce rôle et encore, je vous donnerai une citation de Howard French, qui est professeur et ancien journaliste du New York Times, qui a couvert les événements des Grands Lacs dans les années 90. Qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question pourquoi le Rwanda et l'Ouganda sont essentiels pour l'armée américaine. Et il répond en disant c'est parce qu'ils peuvent faire des choses que nous n'avons pas envie de faire nous-mêmes. Leurs hommes peuvent être déployés et mourir pour nous. Il devient alors essentiel d'achat par procuration d'avoir des proxys qui puissent faire ce qu'on attend d'eux. C'est ce que dit Howard French. Donc, vous comprenez ici que le Rwanda, pendant longtemps, a joué le même rôle que joue Israël au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les autorités, les responsables, les dirigeants rwandais se sont beaucoup inspirés d'Israël
dans leur manière de traiter la question du génocide. Ils l'ont sanctuarisé, ils en ont fait un élément de politique et de diplomatie. Et donc, tout ça, il y a comme un alignement important. Et d'ailleurs, l'un des alliés le plus important d'Israël en Afrique, c'est bien le Rwanda, le président Kagame, le seul pays africain, je dois le rappeler, qui avait ouvertement soutenu la déstabilisation, le bombardement de la Libye par l'OTAN. Vous, sur X, vous avez déclaré que les Congolais, dans leur majorité, soutiennent leurs forces armées, mais pas le régime de Félix Tshisekedi, et que finalement, l'appel à une forme de d'unité nationale de la part du chef d'État est voué à l'échec, pardon. Oui, en fait, je le dis, c'est une réalité que l'on observe. Hein. Moi, je suis dans la position d'un observateur, donc je n'ai pas de jugement. Je constate tout simplement que, au regard de la gouvernance qui a été et qui est celle de M. Félix Tshisekedi, il y a une forme de fracture entre la grande majorité de la population et les dirigeants. Et aujourd'hui, face à cette attaque, cette agression du Rwanda coordonnée sur le terrain avec les gens du M23, les Congolais se sont retrouvés davantage à soutenir leurs forces armées et non le gouvernement. Et on a même vu beaucoup de Congolais dire qu'ils aimeraient voir Félix tomber. Donc, en tant qu'observateur, on se dit qu'il y a un travail à faire au niveau intérieur. Aujourd'hui, la fragilisation du front intérieur permet aussi de comprendre la fragilisation du front extérieur, surtout quand on a des forces armées qui refusent de se battre pour la patrie au prétexte que les dirigeants ne se soucient pas d'eux. Et donc, tout ça permet de comprendre un peu aussi ce qui est en train de se passer. Et donc, s'il n'y a pas ce travail de rectification au niveau des gouvernants en RDC, ben, la situation va aller en s'empirant et je crois que ça pourra terriblement affecter le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui, il faut le dire, très seul. C'est un régime qui est esselé, qui se cherche de l'aide, qui n'a pas de soutien sur le plan sous-régional, qui n'a pas de soutien sur le plan continental et qui est regardé avec suspicion sur le plan international. Et sur le plan intérieur, M. Félix Tshisekedi est seul avec son clan et sa famille politique. Il n'y a pas grand monde de le soutien, même pas l'opposition politique. On voit le silence des hommes politiques, ce qui, de mon point de vue, pose problème, mais je ne suis pas là pour faire un jugement de valeur. Mais une chose est certaine, c'est que on est face à un régime qui, au regard de la gouvernance qui est sienne, s'est tiré une balle dans le pied en faisant le jeu de l'ennemi et en se mettant en même temps à dos une bonne partie de la population congolaise. Est-ce que ce conflit-là s'inscrirait ou pas dans ce nouveau monde multipolaire qui se dessine? La Chine et la Russie sont en train de construire une nouvelle voie en parallèle de l'Occident, par exemple. Est-ce que ce conflit pourra avoir un écho ou on pourra avoir une certaine analyse, une lisibilité par rapport justement à ce qui se dessine dans le monde entier? J'aurais dit oui si le gouvernement congolais s'était positionné de manière claire dans le grand jeu de grande puissance que nous observons et au regard de l'importance qui est celle de la RDC sur le plan stratégique mondial. Le problème ici est que le régime à Kinshasa n'a pas une vision très claire des grands enjeux géopolitiques mondiaux, même si son pays se retrouve au cœur de ces enjeux-là avec une implication conséquente des grandes puissances. Les États-Unis ont l'œil braqué sur la RDC et veulent chasser les Chinois qui contrôlent quand même une bonne part du secteur minier. Et donc, dans tout ça, la RDC n'a pas su tirer son épingle du jeu de sorte que toutes les grandes puissances, face à l'ambiguïté et à l'illisibilité de la position congolaise, préfèrent observer de loin. Et donc, les grands enjeux que nous observons aujourd'hui avec la montée en puissance du Sud global ne semblent pas directement impacter le Congo parce que le Congo n'a pas su jouer, n'a pas su profiter de sa position importante sur le plan stratégique pour s'imposer dans les discussions dans le jeu mondial, dans le jeu mondial qui se déroule devant nous. C'est ça le grand problème. Ce qui fait que les Chinois observent, les Russes observent, les Américains font pression sans faire pression puisqu'ils se sont tournés vers l'Ukraine et la Chine. Les Français sont avec le Rwanda et essayent de garder un pied en RDC. Les Britanniques sont avec le Rwanda. Mm. Donc la RDC, d'une certaine manière, se retrouve seule. Je le dis parce que nous avons signé un protocole d'accord, c'est un partenariat stratégique avec les États-Unis qui n'a jamais abouti. Nous avons fait la même chose avec la Chine. À un moment donné, nous avons reçu l'aide de la Russie, mais nous les avons reliés pour ne pas déplaire aux Occidentaux. Avec les Britanniques, il n'y a rien.
avec les Français, c'est tout aussi ambigu qu'avec les autres. Donc, au final, la RDC s'est retrouvée isolée alors qu'elle est un élément essentiel dans le dispositif que l'on observe sur le plan mondial où les grandes puissances rivalisent de stratégie pour s'implanter dans des pays qui sont d'une grande importance stratégique, des pays comme la RDC justement. Est-ce que la diaspora a un rôle à jouer et quel rôle peut-elle jouer dans ce conflit-là? La diaspora congolaise joue déjà un rôle important en RDC parce que les fonds qui sont envoyés aux familles, en fait, en l'absence de l'État, en l'absence des structures de l'État, c'est la diaspora qui a pris la relève depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont issus de la diaspora. Il faut toujours rappeler, la plupart de ceux qui sont au pouvoir sont issus de la diaspora, y compris M. Félix Tshisekedi lui-même. Maintenant, le rôle que peut jouer la diaspora, c'est celui d'essayer de peser sur les événements en faisant pression sur les autorités politiques, mais aussi en se mobilisant au niveau de la diaspora pour faire entendre sa voix dans les concerts de nations, parce qu'il faut rappeler quand même que le Rwanda est très habile là-dessus, avec sa diaspora, avec ses réseaux d'influence. Il arrive quand même à peser sur le cours des événements dans la région des Grands Lacs, et la diaspora congolaise devrait jouer le même rôle, je pense, et même aller encore plus loin, vu la situation dans laquelle se trouve le pays, la RDC aujourd'hui. Comment vous voyez la situation évoluer? Est-ce que on va s'enliser, on va dire, dans un conflit violent? Parce que, comme vous dites, les tensions existent depuis plus de 10 ans. Est-ce que ces tensions vont s'accélérer ou est-ce qu'il y a une sortie de route vers la paix? Je pense que dans ces genres d'événements, on sait tous, hein, c'est l'histoire qui nous enseigne que c'est le rapport de force sur le terrain militaire qui va déterminer la suite des événements. Donc, si le Congo reste faible, ben, il continuera à se faire marcher dessus par le Rwanda, qui, je dois le dire, n'est pas si fort que ça. Le Rwanda n'est pas fort, c'est le Congo qui est faible. C'est toute la différence dans cette histoire. Le Rwanda, c'est 30 000 hommes, le Congo, c'est 150 000 hommes. Là, je parle des éléments, les militaires, les soldats. Hein, 30 000 et 50 000, il y a quand même une différence. Le Rwanda, c'est 12 à 13 millions d'habitants. La RDC, c'est 100 à 110 millions d'habitants. Donc, le rapport de force sur le plan démographique plaide en faveur de la RDC. Maintenant, il appartient aux autorités congolaises de relever le défi de manière responsable. C'est ça qui fait défaut. Parce qu'en réalité, et je le dis, je le répète toujours, le Rwanda n'est pas fort, c'est le Congo qui est faible. Et donc, la suite des événements va aussi dépendre des décisions qui vont être prises du côté de la RDC. Parce que le Rwanda, dans sa stratégie de déstabilisation, il y a une certaine cohérence. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans la stratégie défensive ou même de la contre-offensive du côté congolais. Tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'il y aura des divisions importantes sur le plan interne, le Congo ne sera pas dans une bonne posture pour relever les défis que pose aujourd'hui le Rwanda et ses supplétifs du M23.